Ici, on n'accepte ni les Arabes, ni les Noirs, hein. Je suis pas noir, je suis pas arabe. Celle-là, je pense qu'elle passerait plus aujourd'hui. Hein. Bonjour et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. Il y a quelques mois, j'avais parlé des nuls, et plus précisément de la Cité de la Peur. Je vous avais dit en introduction à quel point, dans les années 90, tout était une question de rivalité et de duel. On avait la droite et la gauche. Donc ça nous donnerait la droite. On avait Sega contre Nintendo. On avait la Game Boy contre la Game Gear ou la Game Gear, c'est selon. On avait la NES contre la Master System, la Super NES contre la Mega Drive, Mortal Kombat contre Street Fighter 2. Oh non! Enfoiré de Vega! Et on avait le duel qui opposait les fans des nuls à ceux des inconnus. Et pour répondre à ceux qui disaient, même si comme souvent ils sont minoritaires, que ce duel n'avait jamais eu lieu, même Allociné est revenu sur ce duel, donc je n'ai rien inventé. Vous le savez, depuis 5 ans maintenant cette année, j'insère les inconnus dans toutes mes vidéos. Coucou, c'est moi! Oh merde! Donc inutile de vous dire dans quel team j'étais, et je suis. Et si je vous rappelle cette histoire, c'est parce que dans cette vidéo, on va opposer, ou plutôt comparer, La Cité de la Peur, que nous avons vu récemment, au film qui va nous occuper aujourd'hui, Le téléphone sonne toujours 2 fois, le dernier film des inconnus que nous allons traiter sur la chaîne. Oui, parce que nous avons déjà fait les 3 frères, le pari, l'extraterrestre, les 3 frères, le retour, les rois mages, même si certains pourraient ne pas être considérés comme des films des inconnus. Nous avions vu à plusieurs reprises qu'un film des inconnus, ça n'était pas si simple à définir, pour des problèmes juridiques sur lesquels je vais revenir brièvement dans cette vidéo. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a tourné, enfin, pour la plupart d'entre vous, la page des Charlots. Et cette semaine, sur la chaîne, on va aussi tourner la page des inconnus. Vous pourriez tous me dire qu'il reste Madame Irma, qu'on n'a pas fait, ou Anti-sur-Scène si on veut, mais ce sont des films tellement insignifiants par rapport à ceux qu'on a déjà traités que j'y vois pas tellement l'intérêt. Mais bon, sait-on jamais, mais c'est pas prévu. Dans la première partie de la vidéo, on va revenir une ultime fois sur le curieux parcours des inconnus, des années 80 à aujourd'hui, un parcours très similaire à celui des Charlots, dont nous avons rappelé le parcours dans la vidéo de la semaine dernière. Et comme je dis souvent sur la chaîne en ce moment depuis quelques semaines, tout est connecté. Faut bien que je fasse croire qu'il y a du monde. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on reviendra sur le film en lui-même, son côté atypique, comparé aux autres films des inconnus dont les 3 frères qu'ils feront 10 ans après, et surtout, en quoi La Cité de la Peur et Le téléphone sonne toujours 2 fois se révèlent être très similaires, voire trop similaires. On en reparlera, on est parti. Les Charlots, les inconnus. 2 groupes où au départ ils étaient 5, pour finalement terminer à 3. On a vu avec les Charlots que Luis Rego va quitter le groupe dès 71 afin de ne pas être catalogué dans un registre et se lancer dans une carrière solo. Pour les restants, leur brouille avec leur producteur attitré Christian Fechner après Bon Baiser de Hong Kong, où pour rappel Fechner avait très mal pris que les Charlots envisagent de monter un film sans lui auprès de Bertrand Blier, Fechner va donc lâcher les Charlots, qui vont donc perdre en même temps Jean-Guy Fechner, le frère du producteur, qui a dû faire un choix entre ses amis et sa famille. Pour les inconnus, qui ne sont pas encore les inconnus au début des années 80, le groupe est initialement composé de Didier Bourdon, de Bernard Campan, de Pascal Légitimus, mais également de Smaïn et d'un certain Seymour Bruxelles. Qui ça? Oh non, ça va pas recommencer là, non. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là et vous êtes nombreux sur les dernières vidéos des Charlots, oui, j'ai eu quelques petites visites fort sympathiques mais impromptues. En parlant d'un réalisateur qui était franchement inconnu, Yves en chiffres. Qui? Et bon, on arrête là cette fois. On va le laisser un peu tranquille. Ces 5-là se sont donc rencontrés dans les cafés-théâtres, là où beaucoup de comédiens et d'humoristes des décennies qui suivront avaient tous commencé. Philippe Bouvard les réunira, avec bien d'autres, dans le théâtre de Bouvard en 82. Et c'est en 84 qu'ils souhaitent prendre leur indépendance avec leur propre nom. Leur propre nom, presque, les 5, car c'est Philippe Bouvard qui leur avait donné le nom au sein de son émission. Et là, ça ne va pas plaire, mais pas plaire du tout à Philippe Bouvard, comme ça n'avait pas du tout plu non plus à Christian Fechner, quand les Charlots ont voulu se lancer ensemble en 76, parce qu'ils ne tournaient pas dans les Lacus avec De Funès. Encore une fois, leur premier projet solo sera Le téléphone sonne toujours 2 fois.
que je vais éluder volontairement jusqu'à la deuxième partie, car l'échec commercial de ce film joué par de parfaits inconnus, pour le grand public, va précipiter le départ de Smaïn du groupe, qui, comme Luis Rego, souhaite développer une carrière en solo. Selon ses dires, il ne souhaitait pas jouer à vie dans le registre de la rate de service. Ce sont ses propos, hein. Je cite. De 5, ils passent donc à 4, et vont donc changer de nom pour devenir les Kankar & Co, mais cela ne dure que 2 ans, puisque Seymour Bruxelles quitte à son tour le groupe pour une carrière loin des écrans et de la comédie, mais plutôt dans le médical. Ils feront cependant de Paul Lederman leur producteur attitré, un véritable dénicheur de talent, ayant lancé, par exemple, Claude François, et ils se lancent alors sur scène. À 4 d'abord, puis à 3, et il est temps alors de changer de nom à nouveau. Et le nom Les Inconnus a été choisi en réponse à Philippe Bouvard, ironiquement, qui leur a interdisé de se produire sous le nom des 5 qui lui appartenait, et c'est entre 89 et 92 que les sketchs que nous connaissons tous et que j'insère ici et là sont tous joués sur scène, et ils enchaînent et empochent toutes les récompenses possibles, que ce soit sur scène, que ce soit à la télévision avec 2 sets d'or, et ils seront également récompensés, musicalement parlant. Tiens, ça me rappelle un autre groupe d'humoristes qui faisait aussi pas mal de la musique, dis donc. Bah oui, les Charlots. Sauf que les Inconnus, ils ont eu une trajectoire inverse. Une trajectoire inverse, car moins les Charlots étaient nombreux, plus ça précipitait la fin du groupe, en tout cas au cinéma, car musicalement, les années 80 ont plutôt bien réussi aux Charlots. Mais concernant les Inconnus, c'est à 3 qu'ils se sont accomplis le plus, et qu'ils sont entrés dans la légende. Et ils ont une revanche à prendre sur le grand écran. On verra juste après, vous inquiétez pas, on y arrive, vos téléphones sonnent toujours 2 fois, mais c'est la dernière vidéo qu'on fait des Inconnus. Donc j'avais quand même envie de finir en beauté. Donc on prend le temps. La suite, vous la connaissez. Les 3 frères, on en a parlé, même si le film est coproduit par Claude Berry, pour apporter son expérience en matière de cinéma, en complément de Paul Lederman, et c'est par la suite que les choses vont se gâter. Encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout la vieille. Alors, En effet, juste après, les Inconnus souhaitent tourner à 2. Didier Bourdon et Bernard Campan ayant écrit de leur côté Le Pari, car il faut savoir que Pascal Légitimus n'écrivait pas avec les autres, que ce soit dans Le Téléphone sonne toujours 2 fois, on le verra tout à l'heure, que dans Les 3 frères ou sa suite, il n'intervenait qu'en fin d'écriture afin d'y ajouter quelques légères modifications et sa patte avec des retouches ici et là. Et pour produire leur 2e film, ou leur 3e, c'est selon, ils passent cette fois-ci uniquement par Claude Berry. Et ils oublient d'en parler à Paul Lederman, leur producteur attitré. Mais Didier Bourdon ne pensait pas qu'en tournant à 2, et non pas à 3, que le label Les Inconnus serait utilisé, Les Inconnus étant la présence à 3 avec Légitimus à l'écran. Mais il s'était trompé. Paul Lederman considère ce projet à part comme une véritable trahison. Si ça vous rappelle une autre histoire récente, c'est tout à fait normal. Il y avait vraiment un grand tronc commun, de gros points communs entre l'histoire des Charlots et l'histoire des Inconnus. C'est la question que l'on se pose depuis que l'on parle des Inconnus. Mais techniquement, je le répète, les seuls films des Inconnus en tant que tels sont Les 3 frères, Les Rois Mages et Les 3 frères le Retour. Ils les ont écrits, réalisés et ils ont interprété les rôles principaux. Mais le hasard n'existe pas. C'est simplement l'effet d'une cause qui elle-même répond à un effet dont la cause se rattache à une chaîne infinie de causes et d'effets. Le Pari n'en réunit que 2 à l'écran. Mais l'esprit étant assez proche, je trouve, de celui des 3 frères, on a fini par le considérer comme un film des Inconnus aussi. L'extraterrestre, c'est différent. On en a parlé aussi, mais c'est un film que j'apprécie. C'est pas le cas de tout le monde, et je l'apprécie pas autant que d'autres, mais je lui trouve des qualités qui lui sont propres. Yeb, protégez Zerfounet. Moi je l'aime bien Yeb, mais toi aussi je t'aime bien Zer. Mais moi aussi je vous aime bien, petit terrien. Mais je suis pas heureux ici. Je me sens comme un réfugié. SL2H, silicone. C'est nul que ça. Vous êtes pas nul. Vous êtes en retard. Florinda, Android. Tu viens dire bonjour? Allez, Florinda, obéir à son maître. Pas du tout envie d'être une extraterrestre. Vous êtes une terrestre extra. Même si on n'est pas du tout dans l'esprit des Inconnus, et pour cause il n'a pas été écrit pour eux. Didier Bourdon a récupéré un scénario existant qu'il a retouché, il devait tout simplement le réaliser avant de jouer dedans, et avant de faire jouer dans un 2e temps Bernard Campan dans le rôle de Yeb. Yep, intelligent. Beau les gars. Beau. Mais c'était pas du tout lui qui était prévu non plus dans le rôle. Donc, par la force des choses, ce film a été considéré par erreur comme étant un film des Inconnus. Yeb, tu dis bonjour. Bonjour. Voilà, tu lâches la main. Voilà, tu lâches. Mais le véritable retour des Inconnus à l'écran, c'était bel et bien dans Les Rois Mages. Un film dont on a également fait une vidéo, et qui reste, pour moi en tout cas, une déception compte tenu de l'enjeu. Assurément, la pauvreté est inconnue ici. C'était le retour des Inconnus après leur grosse brouille qui était connue avec leur producteur. Ça a l'air de rien aujourd'hui, mais pour nous, c'était 6 ans d'attente. 6 ans d'attente quand t'es jeune, ça passe pas vite, hein. Femme, saurais-tu où se trouve un certain monsieur propre?
Mais les Rois Mages, même s'il y a eu de grands sketchs dans le film, ça n'a pas vraiment beaucoup de cohérence sur le tout. C'est pas un film complet, c'est pas un film abouti comme Les Trois Frères à mes yeux l'étaient avec un début, un milieu, une fin. Ce peuple, l'argent est facile à obtenir. Le jeu le plus innocent en rapporte suffisamment pour nourrir une famille. En tout cas, c'était pas une fin satisfaisante pour les inconnus à l'écran. En tout cas, on a déjà parlé de cette histoire. Pour ceux qui veulent revoir la vidéo sur les Rois Mages, ça se passe par ici. Et pour en finir avec cette histoire, on a eu enfin le retour des inconnus en 2014 avec le très décevant, mais c'était prévisible, Les Trois Frères le retour. Je savais qu'il fallait pas qu'on se voit. Faudrait peut-être penser un petit peu à enterrer le calumet de la paix. Un ratage au sein duquel il ne restait que l'ombre de leur talent. Sans pour autant lui donner un 0 absolu, le film est regardable. C'est quoi ça? Bah, c'est chez moi. Non, c'est bon, je préfère dormir n'importe où. Ah bah t'y es, hein. Mais avec Les Inconnus, on avait tous mis la barre tellement haut, et Les Trois Frères le retour, n'étant qu'une comédie française tout à fait banale comme on en fait aujourd'hui, qui tente malheureusement de rajeunir leur image en les rapprochant de la jeunesse de l'époque. J'ai un bête de bon plan pour qu'on se fasse de la thune. Yo, nos problèmes, elle se la joue fun. On attend de la famille, on t'a dit. T'as capté ou il te faut un SMS de confirmation? Là où la dite jeunesse, et même les moins jeunes, les attendaient sur la bonne vieille époque, car Les Inconnus, c'est un peu comme De Funès. Leur sketch traverse aussi les âges et les générations grâce à YouTube. 350 costumes, 650 perruques. Et maintenant, Les Inconnus, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, s'il y avait un retour, on n'en aurait pas grand-chose à faire. En tout cas, je pense que plus personne n'attend quoi que ce soit de ce trio-là. En tout cas, pas au cinéma, mais même sur scène, je pense qu'ils ont plus leur place. L'humour, ça vieillit pas toujours très bien. Et si on veut se consoler, on a des dizaines, de centaines de sketchs qu'on peut visionner sur YouTube, sur leur site, ainsi que la plupart de leurs films, dont Les Trois Frères, Le Pari, qui sont vraiment, je pense, les meilleurs. Et le téléphone sonne toujours 2 fois dans tout ça. Et bah, il est temps d'en parler, donc on va revenir un petit peu en arrière, là où j'en étais resté. Ouah. Elle est où? Parlons maintenant de ce qu'on pourrait, si on veut, considérer comme étant le premier vrai film des Inconnus, ou plutôt, comme je le dirais moi, leur film 0. Le préquel. On est parti. Lorsque les 5 se mettent à l'écriture de leur premier film, un rêve éveillé pour eux, car il n'était personne médiatiquement à ce moment-là, ils choisissent d'aller là où le cinéma français n'était pas encore allé, ou très peu, la parodie. J'aurais bien dit que les Charlots s'y étaient essayés à l'avance avec Bon Baiser de Hong Kong, parce que quelque part on pourrait rendre aux Charlots ce qui appartient aux Charlots, mais comme on l'a vu pour ceux qui étaient là, il y a tellement quasiment pas de décalage et de burlesque et de choses drôles dans Bon Baiser de Hong Kong. Et pas que je lui retire ce titre d'un des premiers films qui aurait essayé d'amener l'absurde en France. Donc on va plutôt donner ce titre pour l'instant, en tout cas sur ce qu'on a fait sur la chaîne, parce qu'il y a d'autres films qu'on n'a pas forcément fait, mais on va donner ce crédit au téléphone sonne toujours 2 fois. On en parle juste après cette mini page de pub. Je vous présente le jeu Riversoir, un jeu qui peut se jouer soit tout seul face à une IA, soit à 2, en duel ou en coop, voire même à plusieurs. Avec 24 cartes originales divisées en 2, le but du jeu étant de battre son adversaire en fonction des caractéristiques de ses propres cartes. Plusieurs modes de jeu sont disponibles via des QR codes à flasher, qui vous proposent des variantes plus ou moins difficiles avec des malus ou des bonus, ou bien des conditions prérequises à la victoire afin d'en renouveler l'intérêt continuellement. Une partie dure environ 15 minutes, et le jeu est accessible à partir de 10 ans. Ça m'arrive parfois de mettre en avant certaines productions de vous, les abonnés, parce que certains se lancent dans des activités, que j'ai envie de dire créatives, et là du coup, si ça peut donner un petit coup de pouce, achetez ce jeu de cartes pour ceux qui sont fans des jeux de rôle, des ambiances avec de la dex, avec de la force, avec de l'intelligence, tous ceux qui aiment jouer à Elden Ring aussi par exemple, c'est fait pour vous. Allez-y. Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Alors, si quelqu'un comprend ce que ça veut dire... Les Inconnus choisissent la parodie de films noirs américains, allant jusqu'à parodier un titre, Le facteur sonne toujours 2 fois, de 1946, film lui-même issu d'un roman du même nom, mais qui avait connu un remake en 81, et c'est celui-là qui va grandement inspirer Les Inconnus. Le film est écrit par Didier Bourdon, Bernard Campan et par Seymour Bruxelles. Smile n'étant pas associé à l'écriture, et comme on l'a vu, Pascal Légitimus ne l'était pas également, mais on en a parlé, ce sera pareil dans leur projet suivant. Et à la réalisation, nous avons Jean-Pierre Vergne. Ok. Et c'est qui? Oui, Jean-Pierre Vergne, le premier assistant de Henri Verneuil, qui a également secondé Jean-Yann dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, et dont c'est, comme pour les Charlots,
avec Bon Baiser à Hong Kong, la première réalisation. Idem que pour le contexte de Bon Baiser de Hong Kong, avec un certain Yvan Chiffre. Qui c'est qui c'est ce mec? Propulsé réalisateur, mais Claude Zidi l'avait été aussi, sauf qu'Yvan Chiffre c'était juste un cascadeur de base. Un réalisateur novice, une distribution inconnue. Les distributeurs exigent, pour compenser, un casting plus réputé pour les divers seconds rôles du film. Nous aurons donc à l'écran un certain Jean-Claude Brialy, mais également Darry Cole, Michel Galabru, Pierre Rep dans son dernier rôle, nos malheureux étant morts quelques mois après, Jean Reno, Clémentine Sélarié, Michel Constantin et même de façon furtive Dominique Pinon, ou encore, et c'est plus étonnant, Patrick Sébastien. On a aussi Michel Crémadès, un second rôle qu'on a déjà évoqué sur la chaîne quand on avait parlé des Ripoux. Et on a Henri Courceau, qui jouera plus tard le notaire dans Les Trois Frères et qui jouera aussi dans L'Extraterrestre le rôle du général. Beaucoup plus dispensable. Toujours rien en vue, mon colonel. Putain de maintenant, bordel à cul, faut trouver quelque chose, on a rien. Et beaucoup moins mémorable. L'usufruit de votre quote-part entière indivisée. Non, ça va pas, non. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est m'est échappé parce que je comprends pas. Là où j'attendais les Charlots sur Bon Baiser de Hong Kong et que je n'ai pas eu, c'était d'amener l'univers de James Bond dans l'absurde, ce que l'on voit qu'à très peu de reprises dans le film au final. Mais 10 ans après, en 85, le registre de l'absurde était quasiment inconnu en France. Nous avions les Y a-t-il un pilote dans l'avion aux États-Unis ? Tout l'humour des Z à Z, mais en France, il faudra attendre La Cité de la Peur ou encore les OSS 117 pour que ce genre atypique rencontre enfin le succès chez nous. Mais il ne faut pas oublier, le téléphone sonne toujours 2 fois. Mark Ambition. Je préférais avant. Car l'objectif du film était clair pour les 5. Prouver qu'ils ne sont pas que des humoristes du café-théâtre dont ils souhaitaient s'émanciper, pour prouver qu'ils étaient aussi de véritables comédiens. Mais la sortie du film ne se passe pas bien. Les journalistes qui interrogent Bernard Campan et Légitimus dénoncent un comparatif peu flatteur avec les Charlots, chez qui, à l'exception de Bon Baiser de Hong Kong, chez qui au moins, en tout cas d'après eux, il y avait des gags à chaque minute ou presque. Là où dans le téléphone sonne toujours 2 fois, on leur reprochait, via les critiques de l'époque, de nombreuses longueurs dans le film. Ce qui n'est pas faux honnêtement, oui il y en a des longueurs. Mais j'ai vu l'interview des journalistes à l'époque, ils étaient vraiment pas gentils avec Légitimus et Bernard Campan qui étaient venus pour promouvoir le film, en leur disant clairement qu'ils se faisaient chier dans leur film quoi. Le café de Franck Potin, c'est bien par ici? Parlez plus fort, monsieur, je suis aveugle. Le café de Franck, s'il vous plaît, c'est bien par ici? Ils ont été perdus, ils ont pas compris que le film n'était pas qu'une parodie, qu'ils allaient vraiment aussi dans le film noir de temps en temps, parce que dans ce film il y a une véritable ambiance. Mais avec à peine 500 000 entrées au compteur, cela reste un échec qui peut très bien couler toute la bande avant qu'elle ait eu le temps de vraiment naître. C'est ce qu'a dû se dire aussi Smaïn, qui détecte que c'est peut-être le moment de partir et de se lancer en solo. Ça lui a plutôt bien réussi, faut reconnaître. Et du coup, le cinéma, après un échec pareil, bah c'est terminé. En tout cas, pendant 10 ans. On y reviendra, enfin on y est déjà revenu. Mais cette expérience, même si on peut estimer que commercialement elle est ratée, n'est peut-être pas perdue pour tout le monde. Car si on y réfléchit, le téléphone sonne toujours 2 fois, ça parle de quoi? Ça parle de meurtre, perpétré par un inconnu, avec à chaque fois le même mode opératoire, avec au préalable un appel téléphonique. Ça va trancher, chérie! Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Puis un meurtre, avec toujours la même arme, cette fois-ci, un téléphone. Le film nous propose de suivre l'enquête de nos personnages pour démasquer le coupable dans Paris. Et si on déplace cette histoire à Cannes, honnêtement, c'est difficile de ne pas le voir. Sachant qu'en plus, il s'avère qu'au final, attention spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, que le tueur faisait ça par amour suite à un traumatisme passé avec une femme, ou plutôt en l'occurrence une petite fille, qu'il avait rejetée étant enfant. Prenez un chewing-gum, Émile. Franchement, j'avais pas eu une telle révélation d'un quasi-plagiat, même si ça peut être un hommage appuyé. Mais depuis Prometheus, où j'ai réalisé, au bout de mon 2e visionnage, que Prometheus, c'était un troll de Ridley Scott en reprenant le scénario d'Alien vs Predator le premier. Un film qui a trahi la franchise Alien, comme Ridley Scott le fera lui-même avec sa propre licence. C'est hors sujet, on va pas trop développer, mais là, j'en reviens à ce que je disais en début de vidéo, comme quoi il y avait toujours une opposition entre les fans des inconnus face aux fans des nuls, mais il faut savoir aussi que les nuls et les inconnus ne s'entendaient pas. Ils se lançaient souvent des petites piques par la presse, c'était vraiment des rivaux. Ça n'est pas inventé. Et clairement, pour moi, La Cité de la Peur va vraiment pomper dans le concept de l'absurde déjà, mais l'absurde c'est une chose, mais le scénario... En effet, tout est écrit là. Momo. Bah j'ai fait le ménage à fond, patron. Bon, sauf que les nuls vont rajouter le côté scato et gras, je n'apprécie pas du tout. Mais sinon, tu te rends compte quand même
que tout s'articule autour de meurtres et de la révélation d'un tueur, qui se révèle être quelqu'un qu'on a vu dans le film, évidemment. Prenons le nombre de jours qui séparent le premier crime du deuxième, c'est-à-dire 13. Que nous soustrayons du chiffre 29 noté ici, nous tombons sur le chiffre 16. Que nous soustrayons alors du chiffre 19 noté ici, 16 moins 19, 3. Troisième crime, troisième secteur, tout se tient. Mais est-ce que les nuls n'auraient pas détecté que le concept des inconnus était bon, mais qu'il était peut-être sorti trop tôt? Et qu'ils ont du coup décidé de le reprendre à leur avantage, ça leur a réussi. Même si je préfère 10 fois le téléphone sonne toujours 2 fois, non pas parce qu'il y a que le côté scato et gras de la Cité de la Peur qui me débecte, mais t'as quand même une belle ambiance dans le téléphone sonne toujours 2 fois, indépendant du comique. Il fait nuit quasiment durant 1h30, ça t'amène vraiment l'ambiance polar qu'ils ont voulu parodier, mais parodier ne veut pas dire qu'on te plonge pas dans l'ambiance. Par la suite, les choses se compliquent un peu. C'est d'ailleurs un contraste génial de voir des choses absurdes à l'écran, mais jouer avec le plus grand sérieux. C'est le genre de film qui se regarde plusieurs fois pour que tu puisses détecter le nombre de petits gags cachés qu'il y a à l'écran. Bon, il y a à boire et à manger, hein, comme dans tous les films du genre. Tu ne peux pas apprécier 100% des gags, il y en a qui vont marcher sur toi, d'autres non. Il y en a peut-être que j'ai apprécié que vous apprécierez pas, et vice versa. Par exemple, la une du journal après le premier meurtre révèle que le coup était bien combiné. Ça, vous voyez, c'était fait pour moi. C'est un gars qui arrive malgré soi. C'est pas quelqu'un qui va tomber devant toi comme je déteste. C'est pas quelque chose qui te saute aux yeux, enfin si, mais c'est subtil, faut aller le chercher toi-même. Ça va pas t'éclabousser au visage. C'est comme la police qui reste discrète, mais qui n'en pense pas moins. Ou parler plus fort, je suis aveugle. Elle est con, non? Merci, mon brave. Merci, monsieur. Dieu vous le rendra, monsieur. Moi j'adore dans ce genre de film, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais j'adore dans l'absurde quand ils sont très sérieux dans ce qu'ils font. Il est passé par là. Comme dans les Y a-t-il un pilote dans l'avion, j'adore les voir très sérieux. Et en fait, c'est nous qui percevons le décalage, mais pour eux, tout est normal dans ce qui se passe. Ils prennent personne à témoin pour les regarder tomber. Ils sont tous à fond dedans et c'est à nous de détecter qu'il y a un filtre avec un petit peu de conneries. Par exemple, on voit à plusieurs reprises Didier Bourdon allumer une cigarette et la jeter ou l'écraser juste après. Et Didier Bourdon le fait durant tout le film, ce qui n'a aucun sens, mais pour eux, encore une fois, c'est tout à fait normal. Je trouve que le film commence très fort avec cet aveugle qui fait la manche du mauvais côté de la rue. Mais finalement, on s'en doutait un peu, il repart en vélo, il salue tout le monde comme s'il les voyait, mais en même temps, il a gardé ses lunettes, donc on n'en sait rien. Salut Francky. Il est aveugle. C'est-à-dire qu'il y a des connards qui sont à voir. C'est de l'absurde, on s'en fout. C'est juste drôle, c'est réussi. Franchement, quand je ris comme ça, alors qu'on dirait que les gags sont vraiment minimes, je me dis que je ne suis pas si exigeant que ça. Mais pourtant, le film s'essouffle vite. Donc comme quoi ça doit pas être si facile de faire rire sur la durée. Mais j'aime comment le groupe se forme, avec la profonde réflexion de Marc Elbichon, ou de Marcel Bichon, selon ce qu'il veut. Ça aussi, je trouve que le prénom qui coulisse sur la porte, c'est super bien trouvé, pourtant ça a l'air de rien. Mais ça fonctionne. C'est visuellement inventif, mais c'est aussi dans les dialogues. Comme par exemple, lorsque Didier Bourdon se fait la réflexion que tout seul, il n'était pas assez nombreux pour le capturer. Tout seul, j'étais pas assez nombreux pour le capturer. C'est du génie cette phrase. Et c'est dit d'une façon tellement normale, encore une fois, blasée, calme, en mode polar noir américain. Il le joue parfaitement bien, Didier Bourdon. Aligné, mais tu m'as sous-estimé. On a assez peu de gags visuels au final, en tout cas pas tant que ça. Tout est dans le ton très sérieux et le décalage avec le souci du détail. Ce qui n'empêche pas de temps en temps d'avoir certains gags purement visuels. Les dépositions de la concierge, chef. Par exemple, quand il décide de casser toutes les cabines téléphoniques du quartier ou de l'arrondissement, je ne sais plus, 41 il me semble au total, sauf une pour piéger le meurtrier. Et ben ils vont toutes les péter d'une manière différente, et du coup tu t'amuses à regarder qu'est-ce qu'ils vont inventer pour casser la cabine téléphonique. De la version la plus simple, à la version la plus sophistiquée. Mais non seulement on aime bien voir l'inventivité dans la destruction, mais il y a une deuxième chute à ce gag-là. Je me suis dit que pour être sûr que l'assassin téléphonerait de cette cabine, il me fallait mettre hors d'usage toutes les autres du secteur. Et là, tu t'es pas trop fatigué? Plus tard dans le film, lorsqu'ils apprennent que Bernard Campan, qui est un photographe je crois, avait déjà désactivé toutes les cabines qu'ils ont cassées pour rien. Mais hier matin, je me suis levé de bonne heure. Et j'ai déposé dans toutes les machines
une petite pièce de pléthonium B+. Avec juste une petite pièce qu'il a mis dedans, qui est juste censée faire tomber en panne les cabines juste une journée, le temps que la pièce je sais plus quoi, s'évapore, quelque chose comme ça. Ça les détraque instantanément. Non mais me regardez pas comme ça, les gars. Non, je sais, c'est dégueulasse. Mais le pléthonium B+, est autodégradable. Et en fait, il pouvait faire ça sans rien casser du tout, sans que ça coûte rien aux contribuables. Donc d'ici demain, au plus tard, toutes les cabines seront en état de marche. Et donc, la bande des 4 se trouve très con quand ils se rendent compte qu'ils ont été précédés et que surtout eux, ils ont pas été très malins, sachant que Smaïn, dans le groupe, est censé être le scientifique qui aurait dû avoir cette idée-là. Expliquez-leur, vous êtes scientifique. Il a raison. Et bah du coup, cette chute à ce gars qui était déjà bon, et bah ça fait effet double. Parfois, pour ceux qui aiment les gags vraiment burlesques, on a parfois des gags que je pourrais appeler Made in Charlot. Je pense notamment à ces deux policiers sur un vélo avec un gyrophare sur la tête. Pourquoi pas? Il en faut pour tout le monde. Mais le reste du temps, c'est de l'absurde comme j'aime. Comme la planque dans la camionnette. De ton côté, rien à signaler? Non. Rien à signaler. Ok. Et le summum de l'absurde qu'on aurait pu retrouver dans La Cité de la Peur, parce que je pense que cette scène, les nuls auraient très bien pu la jouer, c'est quand ils sont à la recherche d'un tueur fuyard, en tout cas c'est ce qu'ils croient, mais que ce tueur aurait laissé de curieuses indications pour qu'on le retrouve. Je suis un petit peu moins client de ça, mais je trouve qu'à l'usure, le « je suis froid, je suis tiède, je suis tiède, je suis chaud », c'est quand même rigolo, quoi. Enfin, c'est typiquement ce qu'on attend de ce genre de film-là. Et on n'a pas assez en France. Chute parce que tu l'as poussé pour la tuer. Tout se recoupe. Décidément, il y a beaucoup de gens qui te gênent. Mais comme je disais dans la vidéo, dans ce genre de film, et dans Le téléphone sonne toujours deux fois, ça n'a pas raté, il y a à boire et il y a à manger. Tout n'est pas bon à prendre. Il y a même un gros passage à vide dans le film, je trouve. La première demi-heure est excellente, la dernière demi-heure est pas mal. Entre les deux, je trouve que on s'emmerde, on décroche, on rencontre un peu trop de personnages, même si c'est des bons acteurs comme Michel Galabru, que j'adore, hein. Ça me déconnecte un peu, j'aurais préféré qu'on reste un petit peu plus avec la bande des 5. Parce que 5 personnages, c'est déjà bien suffisant pour les développer. Pas besoin d'en rencontrer autant, même si ça se justifie par la volonté d'amener du monde connu pour que le film fonctionne à peu près au cinéma. De Jean-Claude Brialy, Darry Cole, Michel Galabru et Patrick Sébastien. Le seul film où vous ne décrocherez pas. Prochainement sur vos cadrans. Bah c'est raté. Mais par exemple, lorsque le futur notaire des 3 frères passe un coup de téléphone à un rhinocéros qui lui parle au téléphone, ça j'en passerais bien. C'est peut-être pour les enfants, j'en sais rien, mais je pense pas que les enfants regardent une parodie de film noir. J'aime pas non plus le coup du combat contre des ninjas, d'ailleurs je ne sais pas trop d'où ils sortent, j'ai jamais compris, mais la réponse de Smaïn avec des nunchakus invisibles, pareil, là ça va bien trop loin pour moi. C'est la même chose que toi, mais en invisible. C'est un petit peu trop abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Donc comme je le disais, j'adore les 30 premières minutes, j'aime bien les 30 dernières, entre les deux pour moi c'est le vide, je décroche. Mais je me suis acheté le Blu-ray il y a pas longtemps, et ça m'a permis de revoir le film que je n'avais pas vu depuis des années. Je le regarderai encore pour essayer de comprendre les 30 minutes du milieu qui sont obscures, là où tu as les caméos de Galabru et des autres, mais selon moi ça n'apporte rien. En tout cas, rien de drôle, mais dès que l'enquête reprend, avec le cinéma pour adultes, le piège tendu avec la dernière victime, l'appât dans le cimetière, on retrouve l'ambiance qu'on a aimée au début du film, on reprend du rythme, même s'il manque quelque chose, à mon sens, pour en faire un véritable film culte. Il reste pour moi un film qui est à la fois fondateur, mais en fait pas du tout, puisqu'ils se serviront pas du tout de ça comme base à leur travail. Ils referont pas de l'humour parodique comme ça, peut-être dans L'Extraterrestre, mais c'est pas vraiment un film des inconnus. On est quand même chez nous ici, les Français. On dégage, c'est pas les bougnoules qui vont faire la loi ici, non? Bougnoul, ça veut dire quoi ça? Bougnoul. Oui, c'est Bougnoul. Donc c'est même pas précurseur de ce qui se passera après, c'est peut-être juste précurseur du talent d'acteur de Didier Bourdon et de Bernard Campan, qui pour moi se détache clairement du reste du casting, y compris de Pascal Légitimus dans ce film-là. Clairement pour moi c'est les deux plus doués, mais après chacun aura son avis. Mais j'adore Pascal Légitimus, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas c'était un essai. C'était pas un coup de maître, mais je lui trouve une très bonne ambiance. Une très bonne ambiance de nuit, une très bonne ambiance lourde avec ses impairs beiges, ses chapeaux. Je trouve que ça rend très bien et que ça va au-delà d'une simple parodie qui n'aurait fait que déconner. C'est une parodie que j'ai envie de dire sérieuse. Mais sérieuse en étant drôle, pas comme on fait les Charlots encore une fois. L'enquête, elle est vraiment palpitante, contrairement à celle de La Cité de la Peur où je m'en fiche complètement de savoir qui c'est. Là, t'es quand même curieux de savoir qui ça va être. D'ailleurs, cette silhouette que tu vois.
était un petit peu fasciné. Est-ce que c'est l'un des 5? Est-ce que c'est le commissaire quand on peut se poser la question? Donc on se prend vraiment au jeu de l'enquête, alors que normalement dans une parodie comme ça, on s'en fout. Prenez un chewing-gum. Et parlez-moi encore. Donc c'est plutôt bien joué. Mais j'ai un gros regret que le film ne tienne pas ce rythme-là sur la durée, parce que s'il avait fait ça, il aurait été pour moi au moins à la hauteur des 3 frères, ou le meilleur film après les 3 frères, alors que Les Inconnus n'existaient pas encore. Et ça aurait été très fort. Et c'est ça qui en fait un film atypique, qui est un petit peu rattaché à rien. Et c'est pour ça qu'il était temps qu'on en parle sur Nienko TV, ce qui est maintenant est fait. Il était temps qu'on l'évoque, avant que cette chaîne ne... Oh non, pas ça! Enfin, on n'est pas là pour ça, c'est une autre histoire. Ceci marque la fin de notre playlist consacrée aux inconnus. Une playlist que vous pourrez retrouver en suggestion à la fin de la vidéo si vous voulez les regarder, même si certaines vidéos ont pris un petit coup de vieux. En tout cas, une page se tourne sur la chaîne. Vous inquiétez pas, d'autres pages s'ouvriront. Mais en attendant, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous retrouverez en description le lien pour vous intéresser au jeu de cartes que je vous ai montré dans la pub. En tout cas, merci pour lui. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. On va prendre une petite pause pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dire à YouTube que vous êtes passé par là en mettant un like, en mettant un commentaire. Et si vous savez pas quoi dire en commentaire, bah, vous pouvez toujours dire ça. Bijou, Coco, c'est non. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.